La seconde partie de notre débat consacrée à l'atterrissage de Philae sur la comète 67P, atterrissage réussi, on verra maintenant pour l'arrimage. En tout cas, c'est la concrétisation de plus de 30 ans de travail pour les scientifiques et c'est une très belle réussite pour les Européens. Jean-Pierre Le Breton, on peut dire que c'est un vrai succès ce soir pour les Européens. Ah oui, absolument. On peut dire que c'est un grand succès pour les Européens. La mission Rosetta, c'est bien sûr un orbiteur et un atterrisseur, mais l'orbiteur en lui-même a déjà accompli une partie de sa mission et le succès de l'orbiteur va continuer. Il n'y a aucun souci à ce sujet-là. Et j'espère bien sûr que l'atterrisseur Philae va pouvoir accomplir sa mission, même si pour l'instant il y a un peu de retard dans la séquence. Nicolas Biver, justement 10 ans que Rosetta a fait ce voyage. Qu'est-ce qu'on a appris justement déjà peut-être sur les comètes et sur cette mission? Parce qu'elle a déjà donné des informations, cette mission Rosetta. Oui, bien sûr. Alors, on parlait justement d'une dizaine d'années, depuis mettons, une vingtaine d'années. 30 ans, on peut dire. Pardon? 30 ans de travail. Oui, alors la mission a été décidée il y a 20 ans, mais c'est sûr que c'est dans la foulée des missions vers la comète de Halley qu'a été pensée Rosetta. Mais pour comparer, par exemple, à ce qu'on fait au sol aussi, parce qu'une comète n'est pas représentative de toutes les comètes. Il faut à la fois observer et analyser de manière très complète une comète qui va nous aider à comprendre les autres comètes, mais les comètes viennent de différents endroits du système solaire. Et ce qu'on a déjà aujourd'hui avec la mission Rosetta, c'est qu'on a vu sur cette comète Churyumov-Gerasimenko à peu près toutes les informations qu'on avait vues sur les autres comètes précédentes. Et on n'est qu'au 1er % des données qu'on va obtenir en continuant à suivre la comète avec l'orbiteur Rosetta et même avec Philae, évidemment, la surface. Et quelles sont ces informations, justement, qu'on a pu recouper? Alors, un exemple d'information, c'est la composition chimique, toutes les molécules qui composent les glaces cométaires. Et puis, ce qu'on appelle aussi les rapports isotopiques, c'est-à-dire certaines espèces des molécules qui nous disent en fait d'où viennent ces molécules, où elles se sont formées. Est-ce que c'est les mêmes molécules qu'on a sur Terre? Et notamment dans la grande question, savoir est-ce que l'eau des océans terrestres vient des comètes? Et on peut répondre à cette question aujourd'hui? Alors, on n'a pas encore les résultats pour ce qui est de Churyumov-Gerasimenko. On les aura incessamment sous peu. Par contre, on a déjà observé un certain nombre de comètes avec d'autres moyens. Il y a les comètes qui ont été survolées par les missions spatiales, comme le cas des comètes de Halley. On a commencé avec cette comète-là. Depuis, avec des observatoires puissants comme l'observatoire Herschel, on a pu observer une comète qui avait été aussi survolée par une autre sonde spatiale. Cette comète s'appelle Hartley 2. Et cette comète a exactement la même eau que dans les océans terrestres. Et d'autres ont une eau un peu plus riche, donc en deutérium, un peu différente. Donc les comètes viennent de différents endroits probablement du système solaire. Alors, en analysant ça, on va savoir aussi quelles molécules elles ont pu apporter en même temps comme dans l'eau aux océans terrestres. Et donc connaître un peu la soupe primitive à partir de laquelle se sont formées des molécules plus complexes dans l'océan terrestre. Et d'où viennent ces molécules? Alors, on retrouve à la fois sur les comètes et dans les océans. Parce que finalement, on en vient à l'origine, à se poser la question sur l'origine de l'univers, Michel Polaco. C'est la question que vous annonciez tout à l'heure. À quoi ça sert tout ça? Et il est bien évident que la première question, c'est l'homme cherche désespérément à savoir d'où il vient. Ah oui. Et tous les jours, toutes les nuits plutôt, il se tourne vers le ciel. Et c'est pour ça que la conquête de la Lune nous a ravis. C'est pour ça que la conquête de Mars, avec les petits robots sojourneurs et tout ça, nous a ravis. C'est pour ça que les aventures de Philae nous ravissent. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à travers cette conquête spatiale, on fait des découvertes, on développe la science, on développe les techniques, on élève l'homme vers le haut, et que grâce à ça, on vit dans un monde où il y a des technologies comme celles que nous avons sous la main aujourd'hui. Souvenez-vous, la mémoire informatique qu'il y avait à bord du LEM qui s'est posé sur la Lune avec Armstrong et Aldrin était très largement inférieure, et de très très loin à ce qu'il y avait sur les premiers petits téléphones portables. Voyez. Alors donc voilà, ça c'est notre besoin. On a besoin d'aller plus haut, plus loin, de trouver peut-être un débouché pour l'avenir, parce que quand on posait la question, les comètes auront une grande place dans l'avenir de l'humanité. C'est vrai qu'on s'interroge sur, on sait que la Terre aura une fin. Elle est déjà prescrite. Alors c'est vrai que nous n'avons qu'au mieux 1 million d'années. Donc et on va se donner peut-être une petite centaine de milliers d'années, voire 30 000 ans pour l'homme de Cro-Magnon. Mais bon, un de ces jours, tout ça, ça va être fini. Alors est-ce qu'on a besoin d'aller essaimer quelque part? Est-ce que ce sera une comète qui nous transportera ou sur une pour comète aller vivre ailleurs? C'est pas impossible. Oui. Vous savez qu'on cherche des isoplanètes, on cherche des planètes sur lesquelles la vie est possible.
Mais on peut aussi imaginer que les comètes auront une place comme ça. C'est grand une comète? Parce que la Terre me paraît grande. Ça dépend si on Est-ce pensait que par rapport, par exemple, cette comète, prenons cette comète 67P, comparée à la taille de la Terre, si on voulait tous aller sur la comète 67P, est-ce qu'on pourrait? Il y a des photos spectaculaires qui montrent la comète au-dessus de Paris, au-dessus de différentes villes. Elle fait quelques kilomètres, la comète. Hein. Donc, on n'ira pas tous Ah oui. vivre sur la comète, pas sur celle-là en tout cas. Après, il y en a beaucoup des comètes, ça c'est l'avantage. Et plus grandes, qui Oui. peuvent avoir la taille Oui. de la Terre pour Ah certaines? non, Non. non, Non, quand même pas. C'est beaucoup plus On appelle vraiment les comètes les petits corps du système solaire. Avec Dans les le système astéroïdes, c'est des solaire, objets sinon petits, hein. on les C'est aurait quoi repérés. l'échelle? Ça va de quoi à quoi? D'une petite à une grande? Bah, Nicolas, Nicolas Les, Pierre les plus petites, on a vu par exemple la comète Ison l'an dernier, que c'est des intégrés qui faisaient même pas 1 km de diamètre. La plus belle comète qu'on ait vue ces 20 dernières années faisait quasiment 100 km de diamètre. Mais il faut savoir que les comètes, il y a des objets qui sont un petit peu voisins des comètes, qui sont les satellites de glace des planètes géantes, qui sont formés à peu près au même endroit. Et le plus gros, c'est Ganymède, qui fait plus de 5000 km de diamètre. Et qui est constitué de quoi? De glace d'eau C'est essentiellement. uniquement de la glace. En Pas fait. uniquement, de la glace d'eau et aussi de la roche. Mais tous les objets qui sont formés... Et vous appelez ça comment, la glace d'eau et la roche, pardonnez-moi? Vous avez donné un nom tout à l'heure. Non, c'était de Non la glace de Il a cité Ganymède. Ganymède. Voilà, Ah, Ganymède, pardonnez-moi, oui. Oui, Ganymède, c'est le plus gros satellite de la planète Jupiter. D'accord, très bien. Donc, pardonnez-moi, hein, je suis... Et vous savez qu'on n'a plus que 10 planètes, 9 planètes. Hein. On a renoncé à une planète parce qu'on trouvait qu'elle était trop petite. Vous voyez, donc les comètes sont vraiment encore plus petites. Jean... Oui, Alors Nicolas justement, Biba. cette planète, c'était Pluton. Oui. Et Pluton, en fait, qui est un des plus gros objets de la ceinture de Kuiper, où sont formées une partie des comètes. Pluton, pour nous, c'est pratiquement une grosse comète. La plus grosse, peut-être, qui fait 2000 km de diamètre. D'accord, donc rien à voir avec la taille de la Terre. Mais pendant c'est quelques évidemment, décennies, c'est ce fut une planète. Jean-Pierre Le Breton, l'Agence spatiale européenne comprend aujourd'hui 20 membres, hein, je crois. Comment est-ce qu'on travaille entre les différents pays, avec les Allemands, avec les Britanniques? Ça se passe comment? Oh, mais ça se passe très bien. C'est une culture internationale qu'on a acquise. Bon, moi-même, j'ai travaillé à l'Agence spatiale européenne pendant plus de 30 ans. Donc, les nationalités, ça n'existe pas. On travaille en équipe. On a tous un objectif commun. Et vraiment, il y a aucun souci. Les nationalités sont complètement nivelées. Et on parle bien sûr anglais. Alors ça, c'est indispensable. Pour travailler dans le spatial, pour coopérer au niveau européen, il faut parler l'anglais. L'anglais est la langue principale d'échange et de communication. Michel Polaco, quel est le coût d'une telle opération? Ça a coûté combien à l'Europe? Alors écoutez, je suis vraiment incapable de répondre à cette question. Je pense que c'est plusieurs centaines de millions d'euros, parce que rien que le lancement par une Ariane 5 doit être de l'ordre de 100 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, vous mettez 20 ans de projet, 2000 ingénieurs qui travaillent dessus, tous les systèmes au sol pour pouvoir commander, 2000 piloter Rosetta, Philae, etc. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être Ah non, non, le non. chiffre. Nicolas Biver. mais Et on le est- chiffre sera ensuite de l'ordre de 1,3 milliard d'euros. Quoi. Voilà. Mais comme vous disiez, réparti sur 20 ans, sur plus de 2000 personnes. Et sur plusieurs pays, Et 14 pays. Ça donne du travail en plus. Je veux dire, c'est une vraie activité. On est encore loin malgré tout des Américains. On est à la traîne dans cette conquête spatiale. Ah bah là, c'est une première, on est les premiers à le faire. Les Premier au Américains n'ont pas été capables de le faire, entre guillemets. Ah non. Les Japonais ont essayé, C'est- ils ont c'est- échoué. C'est spectaculaire en fait. Hein, c'est vraiment la première fois. On a été les premiers à avoir l'idée et on est les premiers à le faire. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors justement, on a cette réaction d'un internaute. Le score du match qui opposait la NASA à donc l'Agence spatiale européenne est de 1-0 en faveur de l'Agence spatiale européenne. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Michel Polaco? Non, parce que Ouais. je crois que si vous voulez, là, on est vraiment dans la science. Et on n'est pas dans le business. Et donc, la science, elle est vraiment internationale. Et je crois que les scientifiques, les chercheurs, il y a des gens de la NASA aujourd'hui à Toulouse, à Darmstadt. Enfin, je sais pas, vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Mais tous ces gens ne sont pas véritablement en concurrence. C'est pas Vous dites pareil. qu'il n'y a pas de concurrence, mais dans la conquête spatiale, est-ce qu'il n'y a pas de la concurrence quand même? La concurrence est même rude avec les pays émergents, avec les Américains, parce que quand même c'est un prestige, il y a un aspect Oui, prestige il y a le international. business Il y a du une lancement affaire des quand même. satellites. Ben oui, le Mais là, il n'y a business pas de avec business, si vous Ouais. voulez. Là, on n'est pas dans le business, on est vraiment dans la science pure. On n'est pas encore dans l'économie et dans le marché. Non, vous êtes d'accord? Oui, Nicolas c'est Biver. c'est pas une concurrence commerciale, c'est une concurrence scientifique, c'est-à-dire Voilà. c'est de l'émulation. en fait. Intellectuel. Voilà. C'est Voilà. de l'émulation. Voilà. Et moi-même, d'ailleurs, bon, on parlait des Américains, je suis sur une expérience qui est sur Rosetta, dont le responsable est américain. Il est à la NASA. Actuellement, aujourd'hui, il est à Darmstadt, mais on travaille avec eux.
Oui, mais il y a quand même une concurrence, il y a quand même des enjeux non en matière d'image. Quand même, on voit quand même les Chinois, ils ont mis du temps avant de s'intéresser à la conquête spatiale. Aujourd'hui, ils se lancent dans la conquête spatiale. Ils ont envoyé leur premier taïkonaute dans l'espace. On sent qu'il y a quand même une concurrence, quand même une image de prestige. C'est quand même important, non? Et puis pour le futur, comme vous dites, on ne sait pas ce qu'on deviendra demain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ces enjeux-là malgré tout, hein? Il y a la partie scientifique, est-ce que c'est pas un peu il y a la naïf de partie dire que c'est une communication. belle aventure spatiale et ça s'arrête là? Non, il ne faut pas dire que ça s'arrête là, mais c'est vrai que les Chinois, par exemple, pour eux, c'est un enjeu politique et scientifique et technologique considérable que d'avoir une place dans l'espace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils font ça à peu près seuls, sauf qu'ils ont évidemment beaucoup d'aide et eu beaucoup d'aide des Russes et de l'ex-Union soviétique. Pour les Chinois, c'est un enjeu politique et scientifique et technique. Mais quand on est sur des projets comme ça, vous voyez, les Indiens, les Chinois, les Japonais, les Américains, les Européens ont relancé des opérations vers la Lune, par exemple, ou des opérations vers Mars. Et là, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment en concurrence, peut-être en termes de propos ou en termes médiatiques, mais en réalité, tous les chercheurs, tous les ingénieurs sont obligés de travailler ensemble. On est obligé de se grouper, ça coûte trop cher. C'est tellement difficile d'avoir des budgets. Oui, vous dites on est obligé de se grouper, etc. Mais là, les Américains ne sont pas venus se greffer à nous. Comme vous le disiez, Monsieur Biver, comme vous disiez, Monsieur Biver, l'une des expériences est pilotée par un Américain. Vous voyez, et vous avez sur à peu près tous les grands projets, sauf avec les Chinois, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas travailler avec eux aujourd'hui, sur tous les grands projets, vous avez à la fois les Européens, les Américains et les Russes. Aujourd'hui, vous avez des Américains dans la station orbitale internationale, alors que la tension politique sur Terre est très forte entre la Russie, les États-Unis et l'Europe. Eh bien, dans l'espace, non. Ces gens vivent ensemble, se parlent, c'est un autre monde. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Pierre Le Breton? Il n'y a pas de concurrence entre les différents pays, entre l'Europe, les États-Unis, la Russie ou les émergents aujourd'hui dans la conquête spatiale? Non, pas du tout. Je crois que ça a été bien dit. C'est une saine émulation et on se tire vraiment vers le haut. Laissez-moi prendre deux exemples. Rosetta est une mission à leadership européen avec une participation américaine importante. Et je vais faire référence à la mission que vous aviez mentionnée au début, Cassini-Huygens. C'est une mission à leadership américain avec une participation européenne importante. Donc il y a vraiment cette saine émulation. Et maintenant, c'est clair que les Européens, au niveau de l'exploration cométaire, avec la mission Giotto, qui en 86 est passée à 600 km de la comète de Halley, et puis maintenant la mission Rosetta, les Européens ont vraiment pris le leadership de l'exploration des comètes. Mais ça se fera toujours en collaboration internationale. Je prends un autre exemple, la mission Bepi Colombo, qui est en développement pour explorer Mercure, est en développement entre l'Agence spatiale européenne et les Japonais. Donc il y a une collaboration qui s'établit en fonction de certains besoins, de certains critères, entre les Européens et les Américains, entre les Européens et les Japonais. Donc on travaille tous ensemble. Il y a vraiment une saine émulation et on se tire vers le haut, je pense. Brigitte Zonda, la conquête spatiale, ce qu'il faut aussi dire à nos téléspectateurs, c'est qu'elle sert aussi à accompagner les développements économiques, que ce soit avec les téléphones portables, les satellites, mais il faut le rappeler, ça, que ce soit pour les agriculteurs, avec les prévisions météorologiques. Enfin, on peut donner plusieurs exemples concrets. Bien sûr, il y a des retombées forcément. Donc, quand on fait des découvertes technologiques comme ça, il y a tout un tas de retombées pratiques, scientifiques, technologiques et économiques. Et sur le long terme, bien sûr, il y a toujours des bénéfices à cette exploration. C'est un peu ça qui est moteur. On est moteur. On fait de la science parce qu'on est curieux. Et il y a très souvent des applications qu'on n'avait absolument pas prévu qui sortent de ce genre de et même de cette aventure là, Rosetta, il peut y avoir dans cette aventure précise des applications concrètes. Vous pouvez nous donner un exemple? Ah non, je ne peux pas vous donner d'exemple parce que je ne le sais pas. Peut-être Nicolas peut le faire. Oui, il y a un exemple qu'on citait, c'est les panneaux solaires, par exemple, de Rosetta. Alors, on n'est peut-être pas encore avec ces panneaux solaires là sur Terre, mais c'est des technologies vraiment particulières qui ont été développées pour fonctionner à très basse température et fournir beaucoup plus d'énergie que des panneaux solaires classiques. Donc c'est un exemple de technologie développée pour Rosetta et qui va probablement, peut-être dans un avenir proche, je ne sais pas, avoir une implication importante. Et il ne faut pas oublier que, vous le disiez tout à l'heure,
On a imaginé ce genre de mission il y a 30 ans, on a lancé Rosetta, enfin le projet Rosetta il y a 20 ans, on a lancé la sonde il y a 10 ans, et tout ça avec des technologies des années 80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on devait la lancer, elle serait beaucoup plus évoluée que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Mais d'un autre côté, elle a des technologies qui sont éprouvées, et donc a priori, on peut espérer que tout ça, ça va globalement bien marcher. Mais les panneaux solaires de Rosetta, c'est des panneaux solaires des années 80, début des années 90. C'est des vieux panneaux solaires. Jean-Pierre Le Breton, vous parliez de ces autres projets en cours, du projet Bepi Colombo. Alors, c'est quoi ce projet Bepi Colombo, hein, qu'on se projette un peu Alors, Bepi Colombo, c'est une mission avec 2 éléments, 2 orbiteurs. L'un fabriqué sous la responsabilité de l'Agence spatiale européenne et l'autre sous la responsabilité des Japonais. Mais encore une fois, il y a des expériences européano-japonaises sur l'un et japono-européennes sur l'autre. C'est un des exemples. Une autre mission que j'aimerais souligner, puisqu'on a parlé un peu de Ganymède, c'est la grande mission d'exploration de Jupiter et de ses lunes glacées, Ganymède, Callisto et Europe. C'est une mission européenne avec une collaboration américaine et peut-être d'ailleurs, je dois dire d'ailleurs, avec une participation japonaise au niveau des instruments. Donc cette mission qui devrait être lancée en 2022 pour arriver en 2030, on parle toujours d'échelles de temps de plusieurs décennies. Cette mission est un autre exemple d'une vraie collaboration dans la communauté scientifique pour explorer des nouveaux mondes. Nicolas Biver, Bepi Colombo, c'est aller sur Mercure, c'est ça, en 2017-2018, c'est ça l'objectif? Oui, c'est se satelliser autour de Mercure, quoi. C'est un satellite demi. Il y a un autre projet, je crois, qui est très important, c'est Euclide aussi, hein, qui est en cours. Vous pouvez nous en dire un mot, Michel Polaco? Non, très franchement, je suis désolé. D'accord, c'est pas grave, ça arrive. Nicolas Biver? Je ne peux pas en parler beaucoup, c'est une mission beaucoup plus scientifique que d'exploration du système solaire, mais je ne sais pas en dire plus. D'accord, ce sont donc deux grands projets aussi européens, un projet Euclide et Bepi Colombo. Cette réaction d'un internaute, peut-être Michel Polaco, peut-être que vous pouvez réagir. Les communications entre Philae et la Terre passent par des satellites relais américains qui récupèrent ainsi et aussi toutes les données. D'abord, je n'en suis pas du tout convaincu. Deuxièmement, ça n'a rien d'impossible parce que vous savez, c'est le monde de la communication et de la transmission par satellite, il est international. Tout le monde écoute tout le monde. Nous avons en France des stations d'écoute qui nous permettent d'écouter toutes les communications américaines, russes, etc., chinoises. Et donc, et puis il n'y a pas de secret là-dedans, si vous voulez. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. En plus, vous avez vu, il faut 30 minutes pour qu'une communication arrive, qu'elle parte. Tout ça, c'est des données qui sont d'ailleurs codées dans des langages qui n'ont rien de langage secret. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette fantasmagorie ou dans l'espionnite. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ce qui serait grave, c'est si quelqu'un voulait brouiller les messages ou envoyer des ordres erronés ou faux à la sonde, puisque vous savez qu'on la reprogramme régulièrement. Mais en dehors de ça, je crois qu'il n'y a pas de souci à avoir. Non. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On n'en sait pas donc ce soir plus s'il y a des problèmes ou pas d'arrimage. En tout cas, on ne l'espère pas. Et puis, même si les harpons, moi je vous ai bien entendu, si les harpons ne se déclenchent pas, ça ne veut pas dire que Philae ne pourra pas faire son travail, parce que vous l'avez bien dit, Michel Polaco, il suffit que le robot soit... Les panneaux solaires, il faut qu'ils se déploient. Voilà. C'est ça, en fait, là, c'est important maintenant. C'est pas les harpons, quoi. Il ne faut quand même pas qu'elles s'en aillent, quoi. Non, oui, parce que si les panneaux solaires, si je vous ai bien entendu, ne se déploient pas, c'est 60 heures et c'est tout. Et c'est terminé. 60 heures, c'est fini, ouais. Et c'est terminé. Ou 80 heures, enfin, ou un truc comme ça. Mais... Voilà, en tout cas, ce sera très peu. Là, ce sera quand même décevant quand on sait quand même que Rosetta a quand même 10 ans pour arriver. Il restera l'orbiteur, quand même. Hein. L'orbiteur. 80% de la mission. L'essentiel de la mission, c'est quand même le véhicule qui est en orbite autour de la comète, et lui n'est pas impacté par ce qui se passe avec Philae. De toute façon, Philae, c'est vraiment ce qu'il y a en plus. C'est vraiment quelque chose de fantastique. C'est une aventure extraordinaire. C'est un pari technologique, mais c'est en plus. C'est la cerise sur le gâteau. Et l'orbiteur, lui, de toute façon, donnera déjà des données. Il va donner des images aussi. Hein. Énormément. Et on les attend d'ailleurs, ces premières images. On a déjà eu beaucoup d'images du noyau de la comète. On s'est approché à 7 km de la surface avec Rosetta. Donc on a des images à très haute résolution, avec une résolution de quelques centimètres. C'est-à-dire que même si Philae ne nous donne pas plus d'informations,
on a encore plus d'un an, voire plus, si l'orbiteur tient le coup, pour ausculter la comète et voire peut-être même s'en rapprocher davantage et compléter une partie des résultats qu'on n'aurait pas avec Philae. Et voir la comète se rapprocher vraiment du Soleil et se mettre vraiment à avoir une activité très très intense, on va être vraiment aux premières loges. Ça va être passionnant. Ça. Parce que plus elle va se rapprocher, elle va dégager des gaz, non? Oui. Voilà. C'est bien ça. Hein. Oui. On n'en est qu'au 1er %. C'est-à-dire elle va dégager 100 fois plus quand elle sera plus près du Soleil que maintenant. Et donc, on suivra ça évidemment de près et grâce à l'orbiteur, de toute façon, quoi qu'il arrive. Moi, je vous ai bien entendu, même si Philae n'arrive pas à s'arrimer, et on aura des images, on aura des informations grâce donc à l'orbiteur qui va tourner autour de la comète 67P. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Jean-Pierre Le Breton qui était avec nous en direct de la Cité des Sciences. Tout de suite, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Bonsoir, et on va parler de ce qui a fait le buzz aujourd'hui, et c'est évidemment cet atterrissage de Philae sur la comète 67P. Alors c'est vrai que sur Twitter, c'était le sujet le plus discuté aujourd'hui avec le hashtag Comet Landing notamment. Alors certains ont suivi tout ça directement sur le compte Twitter de Philae, puisqu'il a un compte Twitter qui compte plus de 126 000 abonnés. La mission Rosetta aussi a un compte Twitter qui est aussi très suivi. Alors le compte Twitter de Philae a publié un certain nombre d'informations en français et en anglais. Atterrissage, voici ma nouvelle adresse, 67P, c'est le nom de code de cette comète, un message publié dans l'après-midi. Un compte Twitter qui ne cache pas les difficultés liées à ces harpons qui ont eu quelques problèmes. Et puis des photos, vous en parliez il y a quelques instants, photos à 3 km seulement de cette comète publiée sur le compte Twitter de Philae et même un autoportrait en quelque sorte. C'est pas mal ça. Et là, on voit bien que le relief est très, très accidenté. Hein, c'est ce que vous direz. Voilà, Brigitte Landa. Et l'aspect sombre aussi de la comète qui représente donc, qui ressemble à ce bout de là, météo. on a intensifié la lumière. Hein. Oui, pour pouvoir mieux voir les contrastes. Voilà. Et puis, Philae qui envoie même des images de lui-même, cette fois-ci pris depuis la sonde et non pas depuis le véhicule. Alors, ça pèse 100 kilos. Hein. Ça pèse une centaine de kilos. Mais dans l'atmosphère, sur Terre, dans l'atmosphère, c'est quoi? C'est rien du tout, 1 gramme. C'est surtout à la surface de la comète, parce que la comète étant très très petite, il n'y a pas de gravité pratiquement, donc elle va faire l'équivalent de 1 gramme. C'est pour ça qu'il fallait la harponner, pour pas qu'elle risque de repartir. Et justement, cette comète qui est très petite, voici un ordre de grandeur. Ça représente une partie de Manhattan seulement, et on se rend compte que c'est vraiment un espace très réduit pour pouvoir atterrir dessus. Alors, un espace restreint, d'où cet exploit. La taille de la comète qui correspond donc à une petite partie de Manhattan. Alors le Guardian explique ou s'intéresse aux raisons pour lesquelles il y a tant d'excitation autour de cette mission Rosetta, parce qu'il y a beaucoup d'espoir de voir un certain nombre de secrets levés peut-être grâce à cette comète sur les origines du système solaire, sur le fait que peut-être il y a eu une pluie de météorites sur la Terre qui a pu avoir une certaine influence. En tout cas, beaucoup de questions, peut-être un jour des réponses. En tout cas, beaucoup d'espoir avec cette mission. Et puis sur les réseaux sociaux, on voit que ça a intéressé beaucoup d'internautes. Mathimus qui dit « Je crois bien que c'est l'événement le plus important que j'ai jamais suivi sur Twitter ». Et c'est vrai qu'il y avait tout un tas de hashtags liés à cette actualité tout au long de l'après-midi. Cet autre tweeto qui écrit « Les Russes sont le 12 avril avec le vol de Gagarine, les Européens auront désormais le 12 novembre. Il y a quand même un sentiment un peu nationaliste, non, d'exaltation, de fierté, alors, en l'occurrence, pas nationaliste, mais européenne quand même. Même l'aventure spatiale, on en parlait tout à l'heure, c'est pas un enjeu, mais certains gouvernements jouent aussi là-dessus. Je pense notamment aux Chinois. Il y a un sentiment nationaliste que l'on exalte à ce moment-là. Les Français ont quand même été extrêmement impliqués dans la conception de la mission Rosetta et du robot Philae. C'est normal qu'on soit très excités et très fiers. Hein. Alors, il y a beaucoup d'internautes aussi qui rappellent que c'est une mission qui a commencé il y a tout de même une dizaine d'années. Et certains font des petits parallèles, comme ce compte Twitter qui a l'air de bien aimer le tennis. Quand Rosetta a quitté la Terre,
Rafael Nadal n'avait pas encore remporté Roland Garros. Il en a gagné quelques-uns depuis. Et puis le site du Monde qui nous explique que ces objets étaient des objets tout neufs à l'époque où Rosetta a quitté la Terre, ce téléphone qui n'est pas très smart, ou encore cette page Facebook qui était seulement dédiée, utilisée par des étudiants. Facebook n'était pas encore le Facebook qu'on connaît aujourd'hui. Et puis les internautes se sont beaucoup intéressés à ce son émis par cette comète, le chant. Du côté courant international, on parle tout simplement du chant de la comète Chury, et certains sites internet l'ont tout simplement mis en ligne. Alors il a fallu l'accélérer 100 000 fois. On va essayer de l'écouter. J'ai appuyé sur Play, on va voir si ça marche. En tout cas, il a fallu l'accélérer 100 000 fois pour qu'il devienne audible aux oreilles humaines. Certains trouvent que c'est un petit peu angoissant, mais en tout cas, c'est la signature sonore de cette comète. On l'entend. C'est étrange. Vous aviez déjà entendu ça, Brigitte Zonda, parce que vous qui êtes une spécialiste des météorites? Non, mais mes météorites ne chantent pas. Mais dans les observatoires spatiaux, vous pouvez entendre craquer des atomes d'hydrogène. Il y a 500 millions d'années ou 1 milliard d'années. Ça fait un peu ce bruit-là, puisque ce sont en fait des reconstitutions humaines de bruit à partir de fréquences, quoi. Exactement. Merci à tous les quatre encore d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Karim d'être venu sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Tout de suite le journal et on vous retrouve demain soir à partir de 18h heure de Paris. Très belle soirée.